Donc je vais vous parler rapidement un peu de physique du climat, de modélisation et de comment on utilise les modèles pour étudier le climat actuel, son évolution, le climat passé et les climats futurs. Voilà, donc ça c'est un rapide plan. On va revenir. Et je vais commencer par le début de la physique du climat, de mon point de vue en tous les cas, qu'on doit à quelqu'un que vous connaissez tous très bien, qui s'appelle Joseph Fourier. Et c'est drôle parce que quand on regarde ses bibliographies ou autres, ses biographies, on s'aperçoit que la physique du climat est assez absente. Il a fait plein de choses, c'est sûr. Mais en termes de physique du climat, il a fait aussi, grosso modo, c'est lui le premier, à ma connaissance, qui a mis l'étude du climat dans l'espace physique, j'allais dire, dans nos thématiques, quoi. Et alors, il a un manuscrit qui est très bien, qui suit très bien. Vous serez peut-être déçu, il n'y a pas d'équation, mais c'est écrit en très bon français. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il place la Terre comme les autres planètes, ce qu'on fait aujourd'hui couramment, et il dit explicitement que, alors, il y a le climat global, etc., il y a plein de spécificités locales, mais que ce qui est important, et c'est son sujet, c'est de dire qu'il y a des lois générales qui s'appliquent partout, et on peut, même s'il y a plein de variations locales, étudier le système globalement. Et il dit grosso modo que la température de surface de la Terre, ou la température de la Terre dans son ensemble, résulte du bilan d'énergie, et qu'il identifie les trois principaux sources d'énergie, qui sont le rayonnement solaire, le rayonnement infrarouge, qui venait d'être découvert à l'époque, il n'y avait aucune équation en fait qui le décrivait, mais on savait juste qu'il y avait alors à l'époque ça ne s'appelait pas le rayonnement infrarouge, ça s'appelait la chaleur obscure, le nom dit bien l'état des connaissances, et il y avait la diffusion de chaleur qui venait du centre de la Terre. Et ça c'était vraiment la théorie, alors c'est de Buffon, qui était que la Terre, qu'est-ce que c'était ? C'était un bout du soleil ou quelque chose de très très chaud, qui se refroidissait petit à petit. En se refroidissant, ça faisait les montagnes, ça faisait etc., en se contractant, ça faisait les lacs aussi. Et que vraiment, donc, c'était la chaleur qui venait du centre de la Terre qui contrôlait la température de surface, de sa température de surface. Et on allait vers une espèce de mort thermique, c'était à l'époque, c'était comme ça, de la Terre, puisqu'elle se refroidissait petit à petit. Et alors ce qu'a fait Fourier, et dans son article c'est très amusant, donc Fourier, il avait fait la loi de Fourier, la loi de conduction, il a résolu avec la transformée de Fourier, etc. Et ce qu'il a montré, c'est que, avec tout son bagage, finalement la conduction entre la surface et le centre de la Terre, ça joue un rôle négligeable sur la température de surface de la Terre. Et donc s'il fallait, quand on s'intéresse à la température de surface de la Terre, en fait il ne faut pas regarder dedans, il faut regarder en haut, et que les deux choses principales qui s'occupent, donc c'est le rayonnement solaire qui arrive et le rayonnement infrarouge. D'accord. Alors, du coup, il en a dit, si le Soleil a un rôle clé, le Soleil, alors à l'époque on savait déjà qu'il y avait les précessions des équinoxes, etc. Et donc les variations de la position relative de la Terre et du Soleil peuvent avoir un impact sur le climat. Et c'est assez amusant, c'est qu'il refuse, donc on sait aujourd'hui, c'est la théorie de Milankovitch qui a été mentionnée, donc ça joue un rôle clé. Et en fait, il refusait, dans sa tête, ça n'était pas acceptable, et donc il rajoute une température de surface par température de ciel qui régulait, etc., qui a été abandonnée depuis, mais c'est amusant. Et aussi, à l'époque, alors la problématique n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui, c'était très lié à la déforestation, mais donc il envisage que le climat puisse changer à nouveau dans la mesure où la température de surface est gérée par le bilan d'énergie. Si on change le bilan d'énergie, on va changer la température de surface. Et à la fois pour des raisons naturelles et aussi liées aux activités humaines. Alors, donc, comme Guillaume l'a mentionné tout au début, donc, le rayonnement joue un rôle important. Donc je vais faire une petite introduction là-dessus pour quantifier un peu plus ce qu'il a dit. Donc, en termes de rayonnement, ce qui est important ici, c'est de voir les lois de la physique qui les contrôlent. Donc c'est la loi de Planck. La loi de Planck, c'est ce qui donne la luminance, la puissance du rayonnement émis qui dépend de la température
et qui peut s'exprimer soit en fonction de la longueur d'onde, soit en fonction de la fréquence. Et ici, vous avez en échelle log, en fonction donc, de la longueur d'onde, bon, il n'y a pas la fréquence en haut, en fonction de la longueur d'onde, la puissance pour différentes températures. D'accord, donc c'est de l'échelle log, donc on voit bien effectivement d'une part que le rayonnement, la puissance émise par un corps noir, donc qui absorbe totalement le rayonnement, dépend de la température, que la puissance augmente beaucoup avec la température et qu'il y a un décalage de longueur d'onde. Et donc, si on normalise par le maximum, il y a ces courbes qu'on voit partout, d'accord ? Ça, c'est à peu près ici le Soleil, d'accord, qui est à peu près un corps à 6000 Kelvin. Ça, c'est à peu près la Terre à 300, 250 Kelvin, d'accord ? Et donc, le découpage entre rayonnement solaire et rayonnement infrarouge. Si on intègre la loi de Planck sur toutes les longueurs d'onde, on a la loi de Stefan Boltzmann, qu'on va utiliser ici, hein, qui est que le flux émis par un corps noir, par unité de surface, hein, j'oublierai par unité de surface hein, dans tout ce que je dis, mais c'est toujours des flux par unité de surface. C'est une fonction de la puissance quatrième de la température avec la constante de Stefan Boltzmann. Et ça, c'est pour un corps noir, donc qui absorbe parfaitement l'énergie. Pour un corps semi-transparent, comme l'atmosphère ou plein d'autres matériaux, on peut introduire la notion d'émissivité qui se met en facteur de l'émission. Et ce qui est important, c'est que ça c'est une loi fondamentale, la loi de Kirchhoff, quand un corps absorbe du rayonnement, il en émet aussi. Et ce qu'on appelle l'émissivité et l'absorptivité sont égales. Donc quand on raisonne en termes de rayonnement infrarouge, il y a vraiment une grosse différence par rapport à raisonner en rayonnement solaire, moins visible. Rayonnement visible, on est habitué à parler de la notion d'écran, d'accord ? En infrarouge, c'est un peu pareil, sauf que l'écran, il émet. D'accord ? Alors en visible, il émet aussi, mais votre main, elle émet très peu de visible, donc on peut raisonner vraiment en écran. En rayonnement infrarouge, quand on met un écran, entre guillemets, il faut se dire que cet écran, il émet. Et je reviendrai après, par la suite, dessus. Donc si je reprends un peu le schéma donc, qui a été montré tout à l'heure, donc on prend la Terre ou toutes les autres planètes, hein, et l'idée, voilà, elle reçoit en moyenne 1 mètre carré de surface, hein, si on fait l'intégration sur la sphère, ben c'est un quart du rayonnement solaire incident. D'accord ? Pour des raisons purement géométriques. Si la planète est isotherme, ce qui est une approximation qui suffit dans un premier temps qu'on regarde les choses comme ça, donc la quantité d'énergie émise, le flux radiatif émis par un corps, c'est ce qu'on vient de voir, la loi de Stefan Boltzmann, donc sigma T4, si l'émissivité vaut 1, et si on est à l'équilibre, d'accord, si on dit que la quantité de rayonnement absorbé, alors pas l'équilibre, justement, je vais essayer d'être plus précis dans le vocabulaire, j'utilise ce mot équilibre à mauvais escient, c'est plutôt on est en stationnaire, parce que c'est un système ouvert. D'accord ? Donc si on est en stationnaire, l'énergie émise et l'énergie absorbée sur des constantes de temps assez grandes sont égales, d'accord ? Et donc le flux émis, ici, est égal au flux absorbé, et donc on a ce qu'on appelle la température d'émission, hein, ce qui a été défini tout à l'heure, de la planète. Alors si on fait ça pour la Terre, d'accord, on connaît le rayonnement solaire incident, on connaît l'albédo de l'ordre de 0,3, et donc on trouve que la température de surface, la température d'émission de la Terre, hein, c'est 255 Kelvin, donc c'est moins 18 degrés. Et donc le flux infrarouge. Ouais. On connaît l'albédo. Ouais. Mesure satellite. On mesure il y a des satellites qui tournent, c'est comme la constante solaire, à peu près. On mesure le rayonnement solaire réfléchi. Voilà. J'ai raté quelque chose, mais votre prédécesseur disait que c'était 5 degrés. Vous dites moins 18. Alors 5 degrés, non, et moi aussi, si on a bien écouté le prédécesseur il a dit ça, si c'est l'albédo vaut 0. L'albédo est pris en compte. Non. Avec l'albédo de 0. Voilà. Et donc, voilà, donc ça, c'est des mesures vues depuis l'espace. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est observé.
Le fait que, alors du coup, le flux infrarouge émis, c'est égal au flux, par définition un peu, le flux solaire absorbé. Hein, ça, les deux sont mesurés aujourd'hui. Et donc, par contre, la température de surface de la Terre, en moyenne, ce n'est pas 255 Kelvin, hein, pas moins 18, c'est plutôt 15 degrés. Donc c'est le fameux 33 degrés de différence. Et du coup, ça veut dire que la surface de la Terre elle-même, qui a une émissivité proche de 1, eh ben, ça émet 390 watts par mètre carré. Et la définition de l'effet de serre, ça c'est la définition physique, c'est la différence entre le flux émis par la surface moins le flux qui sort. D'accord, c'est vraiment la définition, c'est une grandeur physique, c'est des watts par mètre carré. Donc c'est 150 watts par mètre carré, à peu près. Alors on dit parfois que la Terre, l'effet de serre c'est 33 degrés si la Terre n'avait pas son atmosphère, etc. Bon, c'est un peu difficile. Bon, bref. C'est quand même pas tout à fait ça, parce que s'il n'y avait pas la Terre, s'il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de nuages, il n'y aurait pas de neige, etc. Disons, voilà, c'est la différence entre la température de surface et la température radiative, c'est-à-dire la température du corps noir qui émet la même quantité de rayonnement que la Terre. C'est vraiment ça la vision qu'il faut avoir. Alors aujourd'hui, donc Fourier, je n'ai pas dit tout à l'heure, donc c'est vraiment lui qui met en place, à nouveau, hein, son schéma, c'est de dire, ok, comme ce qui vient de le centre de la Terre est négligeable, eh ben, ce qui contrôle la température de la Terre, c'est le rayonnement solaire incident, et il décrit le mécanisme de l'effet de serre, c'est-à-dire la difficulté qu'a la surface à se refroidir du fait que l'atmosphère absorberait, il n'y avait aucune mesure à l'époque, hein, c'est purement de la logique, j'allais dire, absorberait du rayonnement infrarouge. Et donc, il énonce très clairement, en fait, l'effet de serre. Alors, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions, bref, en termes de calculatoire, etc., plutôt dans les années 1950. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de choses. On connaît les propriétés radiatives des différentes molécules, à la fois par des calculs de mécanique quantique auxquels je ne connais rien, ou pas grand-chose, et des observations. On a des mesures de profil vertical de l'atmosphère. Et si vous prenez des profils mesurés de température, concentration de CO2, vapeur d'eau, etc., vous prenez les propriétés des gaz absorbants, vous êtes capable de calculer le rayonnement qui sort. Alors le rayonnement qui sort, c'est bizarre, ça s'est déformé. Le rayonnement qui sort en fonction de la longueur d'onde, hein, ça a cette forme-là. Alors en orangé ou en bleu, là, on voit une loi du corps noir qui correspond ici à moins 18 degrés. Vous voyez que ce n'est pas du tout ce qui sort, ce n'est pas du tout du corps noir. Et il y a plein de raies d'absorption, et ça c'est dû à l'absorption par les gaz. Ça, c'est vu on se place à nouveau, c'est comme l'indiqué ici, c'est un satellite. Donc les satellites tournent à 400 km, donc ils incluent bien sûr la stratosphère. D'accord, la bande du CO2, et ici c'est essentiellement... C'est tout, c'est ce qui sort de la Terre. C'est pas tout, c'est stratosphère, c'est des effets de Attendez. convection. Ok, donc ça c'est ce que mesure un satellite qui observe la Terre. Voilà. Alors, mon point, donc vous voyez ici c'est du noir, ici c'est du rouge. Alors en fait, c'est ce satellite, un LIASI, qui mesure depuis pas mal d'années. Il mesure qu'en fait, que sur une partie du rayonnement. Donc en noir, c'est ce calculé. Et si on ne le voit plus ici, c'est que vraiment les observations sont dessus. Sont dessus, quoi. Donc aujourd'hui, les calculs purement radiatifs sont en dehors, j'allais dire, bon bien sûr, on peaufine toujours, voilà, on est comme ça dans notre truc, mais bon, on sait, le message de ça, c'est qu'on sait calculer parfaitement le rayonnement qui sort au sommet de l'atmosphère, d'accord, à partir des lois de physique fondamentales. Donc voilà, ça c'est hors champ, j'allais dire, de questionnement. Alors du coup, comme on sait faire ça, d'accord, on sait donc calculer le bilan radiatif de la Terre. On sait calculer effectivement en fonction des différentes compositions comment ce flux varie. On a une définition de l'effet de serre qui est la différence entre le flux de surface moins le flux qui sort. Et donc, avec ces modèles radiatifs, on supprime les gaz, etc. On est capable d'estimer la contribution des différents gaz
à l'effet de serre. Et c'est, alors, des gaz, et ici, bon, dans ce schéma, à la différence de tout à l'heure, de celui qui a été montré tout à l'heure, qui est quasiment le même, j'ai inclus les nuages. Donc, aujourd'hui, les estimations donnent qu'à peu près la moitié de l'effet de serre est due à la vapeur d'eau. Donc, c'est un pourcentage un peu plus faible que tout à l'heure, parce que j'ai inclus les nuages. Et puis après, il y a le CO2, qui est le deuxième gaz à effet de serre, etc. Oui. La vapeur d'eau, pardon. Parce que vraiment, ce n'est pas du tout la même physique en termes à la fois en termes de formation et de propriétés physiques, quoi. Donc vraiment, voilà. C'est vrai que ouais, c'est trompeur. Donc c'est H2O gazeux. Ouais. Ouais. Non, ça dépend vraiment des gaz. Ouais, c'est pas tout à fait. Voilà, pour la vapeur d'eau. Non, grosso modo, c'est pas forcément logarithmique. En particulier pour les gaz à très faible concentration, mais à très fort effet de serre, comme les CFC, etc., ce qu'on appelle les fréons, c'est quasi linéaire. Le CH4, c'est toujours pareil, hein, c'est des approximations dans un domaine de validité. Hein. Oh, si, ça marche plutôt bien. Et à nouveau, alors ça, c'est assez amusant, parce que ça marche plutôt bien, et en fait, l'explication vraiment théorique de ça est assez récente. De pourquoi c'est logarithmique. Il y a plein d'explications, mais qui étaient fausses, au sens, sur les poussées, elles n'étaient pas justes, quoi. Donc, ouais, pour le CO2, c'est à peu près logarithmique, et il y a des bonnes raisons de le faire. À nouveau, dans une plage de validité donnée. Hein. C'est pas si simple que ça. Ouais. Après, je pourrais faire. Non, mais. Ouais. Alors, c'est le fait que. Moi, la loi d'Arrhenius en chimie, c'est pas la même, bref. C'est le fait que le forçage, l'effet de serre dû au CO2 est proportionnel au logarithme de la concentration de CO2. La répartition que vous avez montrée, c'est sans activité humaine ou avec l'activité humaine ? À peu près, ça ne change pas grand-chose. Hein. À nouveau, alors, c'est une des difficultés de notre discipline, hein, c'est que tout ça, c'est des centaines de watts par mètre carré. Les perturbations humaines, c'est des quelques watts par mètre carré. Donc, on a un vrai problème, hein, c'est qu'en fait, on s'intéresse à quelque chose qui est un résidu, peut-être, vous allez dire, des grandeurs auxquelles on s'intéresse. Ouais. Donc, pardon. Ouais. Non, si. Si. Ça, c'est que la partie infrarouge. Ouais, je voulais pas. Oui, ils réfléchissent aussi le rayonnement solaire, c'est pas inclus là-dedans. Alors, juste un mot aussi pour. On enseigne, moi, plus ou moins ces questions-là. Et il y a vraiment, de mon point de vue, un vrai problème de représentation de l'effet de serre, qui est celle, alors je n'ai représenté certaines hein, ici, qui est grosso modo avec le vocabulaire qui va avec, qui est plus ou moins juste ou faux ou autre. Mais grosso modo, l'idée, c'est que l'effet de serre, c'est le fait que c'est l'atmosphère qui chauffe la surface. Alors, si on prend la définition de l'effet de serre, telle que j'ai donnée, c'est la différence entre le flux qui sort moins le flux émis par la surface moins le flux qui sort. Donc on voit bien qu'il y a, dans la définition physique de l'effet de serre, le flux infrarouge qui descend, il n'est pas présent. Donc il y a un problème déjà de définition. Et deuxièmement, c'est que d'un point de vue logique, si on dit que le flux, l'effet de serre, c'est vraiment dû au rayonnement émis par l'atmosphère qui va vers la surface, et bien à ce moment-là, on se pose une question logique hein, qui traîne partout sur le web ou autre, c'est de dire, donc du coup, la vapeur d'eau, elle est en bas, elle absorbe partout, notamment dans la bande d'absorption du CO2, et donc en fait, le rayonnement qui vient de l'atmosphère, il est contrôlé par la vapeur d'eau, ce qui est vrai. D'accord ? Donc si ça c'est ça, et si l'effet de serre c'est ça, ça veut dire que le CO2, il ne modifie pas l'effet de serre. Voilà. Alors pourquoi ? Alors ce raisonnement est tout à fait juste. Hein. Et si on fait les calculs précis, on trouve qu'effectivement, quand on double la concentration de CO2, théoriquement, ce qu'on appelle le forçage réactif, donc la perturbation est de l'ordre de 4 watts par mètre carré, alors que si on regarde à la surface, c'est de l'ordre de 1 watt par mètre carré. Donc c'est beaucoup plus faible. Donc, en fait, ça ne vient pas, si je dis 4 et 1, c'est que juste que c'est Fourier qui disait, ce qui est important, c'est de prendre la perspective globale, d'accord ?
D'un point de vue énergétique, quand on prend en compte la surface, bien sûr qu'il faut prendre en compte tous les phénomènes, dont le rayonnement qui descend, mais ce qui compte pour la planète, c'est un système ouvert qui échange entre la planète et l'espace, et donc ce qu'il faut regarder, c'est le bilan énergétique au sommet de l'atmosphère. Et cette représentation, non seulement elle induit des erreurs de raisonnement, mais ensuite, elle ne permet pas d'y répondre. Donc, voilà. Donc ce qu'il faut vraiment, alors il y a plein de façons de présenter, mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que l'effet de serre, c'est qu'il faut regarder le rayonnement qui sort de la planète. Et de ce point de vue-là, notre communauté, elle n'arrange pas les choses, il faut être clair. Ça, c'est quelque chose du dernier rapport du GIEC dans un chapitre auquel j'ai contribué. Et voilà. Et donc, on a les différents flux intégrés sur tout l'espace, d'accord, avec un rayonnement solaire qui arrive, une partie qui est réfléchie sur la partie gauche, et puis après, on voit les échanges d'énergie, évaporation, condensation, chaleur latente, turbulence sensible, etc., et puis le rayonnement qui est à droite. Et dans ce rayonnement, vous voyez ces deux grosses flèches, du rayonnement qui monte et qui descend. Mais en fait, si on s'intéresse au bilan d'énergie, en fait, c'est le bilan de ces deux flèches. D'accord ? Et ça, avec une collègue, on a refait cette même figure. Alors, c'est plus joli parce que la collègue est plus artistique. Mais voilà ce qu'on voit. D'accord ? Et ça, c'est le rayonnement. Alors, c'est les mêmes chiffres. Hein. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait la différence entre ces deux flux. D'accord ? Ce qui compte, hein, c'est un bilan d'énergie. Et si vous faites ça, vous voyez des images complètement différentes de ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a le rayonnement solaire qui arrive, une partie est absorbée, une partie est réfléchie, bon, ça c'est classique. Et dans la partie absorbée, il n'y a quasiment rien qui va directement par rayonnement vers l'espace. En fait, l'essentiel du transfert d'énergie se fait par évaporation, condensation de la vapeur d'eau, dégagement de chaleur latente. Et puis, en fait, c'est l'atmosphère elle-même, dans son ensemble, qui émet du rayonnement vers l'espace. Et donc, l'effet de serre, c'est vraiment la façon dont l'atmosphère et ce petit bout de rayonnement vers la surface est modifié par la concentration des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment la physique de l'atmosphère qui gère l'ensemble. Donc, quand on parle de bilan radiatif, on parle vraiment du bilan au sommet de l'atmosphère. Et si on s'intéressait à toutes ces flèches-là, tout ce qui se passe à l'intérieur, et bien là, il ne faut pas faire que du rayonnement, il faut faire toute la physique du climat. D'accord ? Si on regarde en haut, on peut regarder que le rayonnement parce que la Terre, elle échange avec l'espace que par rayonnement. Okay ? Et dès qu'on veut décortiquer ce qui se passe à l'intérieur, il faut considérer toute la physique du climat. Et ça, on n'est pas capable d'avoir une explication simple. D'accord ? Là, il faut justement la modélisation, le développement de modèles numériques. Et c'est là-dessus où je veux maintenant aller. OK ? Alors, pourquoi c'est si petit, ça ? C'est bizarre. Bon. OK. C'est vraiment nul, ça. Ah. C'est Office qui fait des siennes. Excusez-moi, je vais essayer. Bref, j'ai bordé. Donc là, donc en termes de modélisation du climat, c'est quelque chose qui évolue, grosso modo, est né dans les années 50. Et un des papas de la modélisation du climat, hein, c'est Sukuo Manabe, et donc qui a reçu prix Nobel de physique en 2021, et qui a été vraiment un des fondateurs de la modélisation du climat et de la physique du climat de façon plus générale. Alors, le premier calcul qu'il a fait, c'est dans les années... un des articles les plus... qui lui ont valu quand même le prix Nobel, c'est notamment son article de 67. Alors, est-ce que ça marche cette fois-ci ? Ouais, c'est mieux. OK. Son article de 67, ce qu'il fait... Alors là, il prend donc, lui, c'était un spécialiste du rayonnement. Il venait dans une équipe de Smogoritsky, qui était plutôt un spécialiste de la mécanique des fluides. Et donc, en termes radiatifs, ce qui est extrêmement important, c'est de considérer toute l'atmosphère, dont la stratosphère, et de regarder comment les choses passent. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un modèle, ce qu'on appelle modèle unicolonne, modèle de profil vertical de l'atmosphère, donc moyenne, hein, il ne prend pas
d'extension horizontale, ça a été fait plus tard. Et si on prend en compte, alors lui il a développé justement des modèles radiatifs avec CO2, ozone, etc. Et donc si on prend, alors ça c'est en bleu ici, c'est grosso modo ce qui est observé, en bleu. Donc si on fait un calcul purement radiatif, d'accord, en supposant que l'humidité relative de l'atmosphère est constante, on obtient quelque chose de comme ça, un profil extrêmement aplati, d'accord? Et voilà. Et donc si on prend, bref, j'oublie l'autre, si on prend maintenant, si on ajoute la convection, donc le flect, la convection, c'est juste l'histoire de flottabilité, hein, l'air chaud qui monte schématiquement, et ben on obtient ça. Donc c'est vraiment un de ces apports importants, c'était de montrer que pour s'intéresser aux problèmes de bilan d'énergie en général, il fallait, ou de physique du climat, il fallait absolument considérer à la fois le rayonnement et la convection. Après, ce qui montre aussi, à l'époque, il y avait du débat justement entre scientifiques sur le rôle du CO2 sur la température moyenne de la Terre, et donc il y avait des gens qui disent oui, mais ça n'a aucune influence, etc. Et dans ce papier-là, justement, ce qui montre, hein, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que quand on s'intéresse notamment au rôle du CO2, mais de façon plus générale, au rôle du bilan énergétique sur la température de surface d'une planète, il ne faut pas considérer le bilan à la surface, il faut considérer le bilan au sommet de l'atmosphère. Donc ça, c'est dans son papier de 67. Où le sommet de l'atmosphère? On peut le définir de différentes façons. C'est combien de kilomètres? En général, on parle plutôt en pression, donc c'est une centaine de kilomètres. Une centaine, ouais. Après, ça ne change pas la face du monde si on se met à 50 km. Hein. Mais grosso modo, l'idée, c'est de dire c'est un système ouvert, d'accord? Donc, il faut définir son système, donc on met une frontière, et on regarde le bilan radiatif là. C'est vraiment... Donc, et puis, il a fait ses premières estimations d'accroissement de température avec ce modèle très simple d'accroissement de température dû à un changement de CO2, et il a montré le rôle clé de la vapeur d'eau qui, grosso modo, double leur amplitude. Donc ça, c'est vraiment un article qui a été très, très marquant pour notre communauté. Mais, donc c'était purement vertical, d'accord? Donc, dans l'atmosphère, du fait de la rotation de la Terre et du fait qu'effectivement, il y a plus d'énergie qui arrive à l'équateur qu'au pôle, et donc la Terre tourne. Donc il y a Coriolis qui se met en route, etc. Il y a des tourbillons, il y a de la turbulence dans tous les sens. Donc c'est très bidimensionnel. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé d'un point de vue théorique d'abord sur comment formaliser ça en termes d'équations, quels termes on pouvait négliger et autres. Et donc il y a eu tout un gros travail qui a été fait, disons, théorique avant les années 50 et puis après informatique et numérique à partir des années 50 pour développer les modèles de climat. Et pour la petite anecdote, je représente un peu ici, vous voyez, le premier modèle de Manabe et de Smagoriski de la Terre, voilà, c'était très schématique, donc c'était un segment de Terre, et puis après il faisait la périodicité. Bref, maintenant on fait des choses en couleur, beaucoup plus sophistiquées, mais les équations sont là. Donc là, ça couple vraiment la verticale dont j'ai parlé tout à l'heure et l'horizontale, le transport. Donc quand on s'intéresse aux échelles justement horizontales, donc il faut résoudre la mécanique des fluides, hein, les équations de Navier-Stokes, en plus de la thermo, du rayonnement, etc. Et donc là, on a un problème, c'est que c'est complètement multi-échelle. Donc ça, j'ai représenté ici un peu les échelles. Donc on a l'échelle la plus grande, on la connaît, hein, c'est celle de la Terre. Okay, ça, on a à peu près les dimensions. Et puis après, on sait aussi que l'échelle de la turbulence, pour la résoudre proprement, il faut aller à des très petites échelles, de l'ordre de millimètres ou autre. Et donc on ne sait pas traiter ça d'un coup. Et donc, de fait, il y a toute une panoplie de modèles. Alors, ce qu'on appelle les modèles climatiques, en général, c'est ceux-là. C'est ce qu'on appelle les modèles de circulation générale. Mais enfin, il y a plein, en fait, de modèles climatiques. En fait, un de mes messages là, c'est qu'en fait, il y a une panoplie. D'accord? Et on s'y intéresse en fonction du problème qu'on s'intéresse. On peut utiliser tout un éventail de modèles. Bref. Donc, il y a les modèles de circulation générale qui traitent l'ensemble du globe. D'accord? Et qui traitent bien ce qu'on appelle les ondes planétaires, etc., mais qui ont du mal à traiter la convection et la turbulence petite échelle. Ça, je reviendrai juste après. Après, il y a une autre série de modèles qui souvent ne sont pas globaux et qui résolvent
plus de petite échelle, notamment ceux liés à la convection. Grosso modo, la convection, c'est les orages, pour faire court. Et puis après, il faut d'autres modèles encore à plus petite échelle pour résoudre la turbulence et les petits nuages bas qu'on voit quand il fait beau ou moins beau à la surface de la Terre. Bref, voilà, donc il y a un éventail de modèles. Alors, ce que font ces modèles-là, là, je prends l'exemple des GCM, donc ils résolvent les équations de Navier-Stokes, de mécanique des fluides, qui sont avant tout des équations de conservation de la masse, d'énergie, quantité de mouvement, etc. Okay, voilà. Et dans ces équations, il y a ce qu'on appelle les termes sources, qui servent, alors, suivant les cas, à la fois dans la mesure où c'est discrétisé, qu'on ne résout pas toutes les échelles, excusez-moi, à fermer le système. Dans le cas de la turbulence, par exemple, on met des équations de fermeture, mais il y a aussi les termes sources liés à ce qui n'est pas inclus dans Navier-Stokes, c'est-à-dire le rayonnement, mais aussi la condensation. La condensation, notamment la formation des gouttelettes, et puis après, tout ce qui est propriétés radiatives, donc comment ces gouttelettes perturbent le rayonnement, etc., ce n'est pas dans Navier-Stokes. Voilà, donc ça c'est la matrice, j'allais dire, des modèles de circulation générale. Donc ce qu'il faut voir, c'est schématiquement des modèles de mécanique des fluides. En fait, l'atmosphère est un fluide très... Et l'océan, c'est un peu pareil. C'est quelque chose de très stratifié. Donc c'est avant tout 2D. Et puis des échanges verticaux, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, on a un problème évidemment d'échelle. D'accord, typiquement une maille de modèles climatiques. Alors ça évolue en fonction du temps. Au début, c'était des centaines de kilomètres. Maintenant, c'est plutôt des dizaines de kilomètres. Mais enfin, ça reste très gros par rapport à plein de phénomènes physiques qu'il faut inclure. Donc, à l'intérieur de chaque maille de modèle, donc ici, ça représente par exemple, de façon schématiquement, une maille, la tête que ça a. De fait, ça a des dimensions horizontales de l'ordre de 30 à 300 km, c'est les ordres de grandeur. L'échelle verticale, bon, avec 20 km, ça c'est jusqu'à la troposphère. Et puis après, en fait, ça va souvent jusqu'à 50 km pour inclure aussi la stratosphère. Là, on se focalise sur la troposphère. Et à l'intérieur de ces trucs-là, il se passe plein de choses. Il se passe les petits nuages de beau temps, comme on dit. Bref, il y a des orages, des fronts de rafale, etc. Pour chacun de ces phénomènes, eux, ils ne sont pas résolus par... ils peuvent être résolus par Navier-Stokes, mais par des modèles dédiés, d'accord, mais ils ne peuvent pas être résolus par les modèles climatiques. Et donc, on fait des modèles de ces phénomènes-là. Donc, on découpe en objets, d'accord, qu'on représente par des modèles et qu'on inclut à l'intérieur du modèle de circulation générale, d'accord, notamment pour calculer les termes sources dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ça, dans le jargon, on appelle ça les paramétrisations, mais vraiment la paramétrisation, fondamentalement, c'est des modèles de phénomènes sous maille. Donc ça inclut, je n'aurais pas marqué aussi, les questions de fermeture, de turbulence. Okay. Donc ça, c'est très schématiquement la structure des modèles, qui est un peu différente après, suivant les échelles, mais c'est un peu toujours le même état d'esprit. Alors, comment on utilise ces modèles-là? Eh bien, typiquement, et pour quelles questions? Alors, une des questions, évidemment, classiques, c'est, disons, voilà, le climat se réchauffe aujourd'hui, et qu'est-ce qui contrôle ces échanges? Donc, typiquement, ce qu'on a en tête, c'est il y a une part de variabilité naturelle du climat, d'accord, ça a été mentionné tout à l'heure. Donc, à la fois, il y a de la variabilité notamment naturelle, et le climat est un système chaotique, d'accord, qui, si rien ne change, il bouge tout seul. Donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité interne. Ouais. À quoi correspondent les pics négatifs de variation naturelle? Ouais, je vais te dire. OK. Donc ça, c'est la variabilité interne, c'est un système chaotique qui bouge tout seul. Après, il y a les forçages naturels, d'accord. Il y a le soleil, dont l'intensité varie un peu. Aux échelles de temps auxquelles on s'intéresse ici, les variations orbitales changent peu, elles changent plus pour les régions de paléo. Et effectivement, les valeurs négatives ici, c'est les volcans. D'accord. Donc les volcans émettent en continu du CO2 un peu, ça a été mentionné. Aux échelles-là, aux échelles de temps auxquelles on s'intéresse, c'est faible, c'est de l'ordre de 1% des sources. Et par contre, ils émettent des aérosols, c'est des petites particules qui, pour les méga-éruptions, vont assez haut dans l'atmosphère pour rester dans la stratosphère et réfléchir le rayonnement solaire.
Et donc, vous avez le rayonnement solaire qui arrive et qui est réfléchi par ces aérosols et donc qui refroidissent la Terre. Il y a plus de rayonnement qui est réfléchi vers l'espace. Et donc, c'est voilà, c'est ces pics négatifs. Le dernier, c'est le Pinatubo en 91. Après, pareil, il y en a eu un certain. Ouais. Le changement des courants maritimes, c'est pas naturel aussi? Non, c'est la variabilité interne. C'est un système interne. Hein. On distingue ici ce qui est du système Terre défini par une frontière extérieure et bon, je me suis concentré sur l'atmosphère parce que voilà, c'est ça qui fait l'échange. Mais les modèles de climat incluent bien sûr la circulation océanique, qui elle-même a un comportement chaotique, etc. Bref, c'est pareil. Donc si on regarde justement un modèle de système Terre, d'accord, donc à nouveau c'est un modèle dont j'ai représenté ici, comme tout bon modèle aux équations dérivées partielles, donc à la fois on a des conditions initiales et des conditions limites. D'accord. Alors les conditions initiales, moi je reparlerai un peu tout à l'heure, bon, on suppose qu'on les connaît, en fait on ne les connaît pas, mais on va supposer qu'on les connaît dans un premier temps. Et puis après, la variation des conditions limites, dans le jargon, nous on appelle ça les forçages, d'accord ? C'est de fait ce qui n'est pas inclus dans le modèle et qu'on met comme variation de conditions limites aux équations. Donc on met typiquement les variations d'ensoleillement, les éruptions volcaniques, les sources de gaz, etc. Ouais. Ça dépend. Pour les gaz à effet de serre tels que le CO2, ça peut être uniforme. Après, ça dépend du niveau. On peut faire plein de choses. Pour les aérosols, par exemple, il faut vraiment que ça soit spatialisé. Pour les gaz tels que le CO2, ça peut être spatialisé, mais en fait, ça ne change rien. Donc, on le met de façon uniforme. Ce qui va changer les scénarios après, c'est les paramètres à c'est ça? Alors, je vais revenir dessus. Ouais, tout à fait. Donc, ces modèles, d'accord, à nouveau, c'est des modèles numériques classiques, hein, de mécanique des fluides, au moins, et autres. Donc, voilà, le modèle lui-même évolue en fonction d'un état initial et de conditions limites. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon, forcer des conditions limites, c'est ça. Alors, la nature des conditions limites varie, en fait, de la complexité du modèle et de ce qu'il inclut et ce qu'il n'inclut pas. Par exemple, on peut avoir un modèle où il n'y a que l'atmosphère et l'océan, on ne le représente pas. Et donc, la condition limite, c'est la température de surface de l'océan. Mais en général, ce qu'on appelle le modèle climatique inclut aussi un modèle d'océan qui échange avec l'atmosphère. Selon les cas, le cycle du carbone, hein, qui a été mentionné tout à l'heure, soit on le dit, je ne m'en occupe pas, et en fait, on modifie la concentration de CO2 directement, soit le modèle lui-même calcule la concentration de CO2 en fonction de source. Donc ça dépend de la complexité du modèle. Et en fonction de ça, un modèle, il calcule plein de choses. Il donne des chiffres. Donc maintenant, on va un peu regarder. Alors, une des premières choses qu'on fait quand on développe un modèle de climat, c'est de s'assurer qu'on appelle qu'il ne dérive pas. Donc un modèle de climat, une des difficultés vraiment fortes, à nouveau, je vous ai dit tout à l'heure, les perturbations, c'est quelques pourcents des flux échangés. Et un pas de temps de modèle de climat, la physique, c'est de l'ordre de... Alors ça dépend, hein, c'est de quart d'heure, minutes, etc. Donc là, vous avez une simulation de 1000 ans, ça fait beaucoup de minutes. Et donc, et ce qui régit vraiment le climat, c'est les lois de conservation, au premier ordre. D'accord ? Donc une des énormes difficultés de tous ces modèles-là, c'est de conserver les grandeurs. La masse, l'énergie et la quantité de mouvement. Donc en fait, ça c'est par exemple une simulation qu'on a faite avec notre modèle. Donc il y a toute une phase de ce qu'on appelle de spin-out, de mise en rouge que je n'ai pas mentionné. Et donc là, voilà, c'est une simulation de 1000 ans où on a le flux bilan net au sommet de l'atmosphère. Alors vous voyez qu'il n'est pas strictement nul. D'accord ? Donc, ce modèle a un petit biais, d'accord ? Il a une petite fuite, mais qui n'empêche pas d'être stable, parce que justement c'est une fuite. Et ensuite, voilà, la température qui est assez stable. Donc ça, c'est la première condition d'un modèle de climat, c'est que si les conditions à limite sont stables, le modèle ne dérive pas. Alors, vous voyez qu'il y a des fluctuations quand même. Pourquoi ? Parce que c'est un système plus chaotique et donc il fluctue. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un premier niveau d'exigence qui est sérieux, j'allais dire,
au sens il est exigeant. Après, ça c'est par exemple des simulations hein, qu'on fait et qu'on voit un peu partout. C'est par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, comment on utilise ces modèles pour répondre à la question, est-ce que le réchauffement actuel, donc, que observé qui est ici en noir, est-ce qu'il est dû, à quoi il est dû? Alors, donc en noir, on a une estimation faite à partir des observations de la température moyenne de surface de la Terre en termes d'anomalies par rapport à 1850. En vert, ici, donc à la fois il y a la moyenne et puis il y a une dispersion, il y a l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre si on ne prenait en compte que les perturbations naturelles. Naturelles, c'est-à-dire volcans et solaires. Volcan, vous le voyez ici, par exemple. Ici, on voit le Pinatubo, très bien, 91. Un gros refroidissement, parce qu'il y a une grosse éruption, et donc on réfléchit au rayonnement solaire, et donc on refroidit la Terre. Et puis, ici, en marron, il y a l'évolution simulée. Alors là, ici, il y a une trentaine, une quarantaine de modèles, simulés par l'ensemble de ces modèles en termes d'anomalies, où on inclut à la fois les perturbations naturelles et les perturbations liées aux activités humaines. Et ce qu'on voit là-dedans, dans ce genre de ces schémas, c'est que, disons, jusque dans les années 90, j'allais dire 80-90, voilà, il y avait des fluctuations qui étaient compatibles avec le fait qu'il y avait des choses qui venaient de la variabilité naturelle. Et puis, à partir des années 90, on est vraiment sorti de l'enveloppe et on ne peut plus expliquer le réchauffement récent si on prend en compte les perturbations tropiques. Oui. Alors, ouais. Non, c'est vraiment. Alors, je vais réinciter parce que c'est vraiment super important. D'accord ? Ouais, je ne sais plus où je le mets, bref. Les modèles, et il y a vraiment la notion de modèle, de configuration de modèle et de simulation. D'accord ? Quand je dis un modèle, d'accord, vraiment, un modèle en tant que tel, c'est un objet avec des équations physiques exprimées mathématiquement, résolues numériquement, etc., et qui sont traitées de façon cohérente et qui ne bougent pas. D'accord ? Après, ce modèle peut avoir plusieurs configurations. Pour la Terre, par exemple, on peut décider d'enlever les continents, etc. D'accord ? Les paléoclimats, ils s'amusent beaucoup à faire, ils rasent etc. Bref. Donc c'est un même modèle, mais avec des configurations différentes. Et ensuite, donc ça c'est en termes de configuration. Et après, ces modèles-là, ils ont justement des conditions limites différentes, etc. Donc ici, la seule chose qui change entre là et là, c'est les conditions aux limites. C'est très clair. Donc c'est le même ensemble, justement, avec des conditions limites différentes. Mais merci, c'est vraiment très important de bien faire la différence entre modèle, configuration de modèle et simulation réalisée avec un emblème. Et en général, d'ailleurs, avec un modèle, on ne réalise pas une simulation, là, mais on réalise un ensemble de simulations, c'est-à-dire on prend des états initiaux un peu différents pour voir la sensibilité aussi aux conditions initiales. Ouais. Ouais. Il a beaucoup embêté les avions, mais il n'a pas beaucoup embêté le climat. D'accord ? À nouveau, pourquoi ? Parce qu'il n'était pas... En fait, les aérosols sont restés assez bas. Bon, ils étaient dans la troposphère, mais justement, ils ne sont pas montés dans la stratosphère. Donc, il faut qu'ils restent dans la stratosphère pour rester longtemps. Parce que dans la stratosphère, grosso modo, il ne se passe rien, c'est très calme. Dans la troposphère, ils sont lessivés au bout de quelques semaines. D'accord ? Donc, effectivement, le volcan islandais a été très embêtant pour les avions, mais pas du tout pour le climat. Ouais. Pardon. Ouais. C'est oui. Ouais. Ah ben on ne fait pas de différence. Et justement, moi, donc je ne sais pas si tout le monde a entendu, le problème c'est la sensibilité. Justement, le truc, il varie, d'accord ? Donc il fluctue. Donc la question, c'est les mêmes familles de modèles, on pourra c'est plus justement la façon dont on utilise les modèles et la question qu'on leur pose.
la question qu'on pose nous ici, c'est pas de savoir le temps qu'il va faire le 24 août 2033, d'accord? Alors, la météo, j'allais dire, le climat, pardon, c'est la statistique de la météo. Donc nous, les questions qu'on pose, c'est pas le temps qu'il fait un jour donné, c'est la statistique du temps qu'il fait à une période donnée. C'est vraiment une statistique. Nous, c'est des modèles déterministes, mais à nouveau, c'est le chaos déterministe, etc. C'est vraiment, on fait la statistique du temps qu'il fait pendant une période donnée. Ouais. Ah ben non, parce que les aérosols, ils partent au bout d'un moment. Voilà. Alors, quand on s'intéresse au futur, donc là, on s'intéresse au passé, donc on a une estimation plus ou moins complète des différents forçages. D'accord ? Quand on s'intéresse au futur, eh ben, la première question... Alors, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? Voilà. Et c'est là où on définit ce qu'on appelle des scénarios. Les scénarios, il ne faut pas voir ça de façon, en tous les cas, de mon point de vue, de façon déterministe, ça va être ça. D'accord ? C'est plutôt un scénario, c'est qu'est-ce qui se passerait si ? C'est comme ça que nous, on prend la question. Donc, l'idée, c'est de dire, comme j'ai fait tout à l'heure, on dit, qu'est-ce qui se passerait si, au XXe siècle, finalement, il n'y avait pas eu de perturbations anthropiques. C'est vraiment la simulation qu'on a vue tout à l'heure en vert, c'est celle-là. Et donc là, c'est qu'est-ce qui passerait si les émissions de CO2 continuaient à croître, plus ou moins, etc. Donc, qu'est-ce qui se passerait si ? C'est ça le truc. Et l'intérêt des scénarios, justement, posés comme ça, c'est qu'on se donne des si, et il y a plein de gens qui peuvent travailler sous différents aspects. On se met d'accord sur qu'est-ce qui se passerait si, et puis on travaille dessus ensemble avec des perspectives complètement différentes. Donc les premiers scénarios ont été faits dans les années, vous voyez, le premier qu'on trouve dans la littérature, 77, avec de façon donc une estimation assez grossière à l'époque, on ne savait pas bien estimer les variations passées, et puis une estimation du réchauffement moyennant un scénario. Et donc je mets en dessous les scénarios du GIEC. Alors 2021, ce n'est pas le dernier, mais ça, si c'est le dernier. Et puis l'Hansen, aussi très connu là-dessus, a fait un ensemble de scénarios avec plus ou moins d'utilisation d'énergie fossile, de production de produits de synthèse, etc. Bref. Et donc, à nouveau, c'est qu'est-ce qui se passerait si telle et telle chose évoluait. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous voyez, d'entrée de jeu, les ordres de grandeur, là, sont toujours ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a ici, ça c'est des scénarios, ce qu'on appelle hauts, donc à fort, où on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, qui correspondent à ces gardes-là. Et déjà à l'époque, on avait les ordres de grandeur qui correspondent à ceux aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a vraiment les scénarios bas où on essaye de stabiliser les émissions, stabiliser le climat. Donc ça, c'était quelques publications. Donc le GIEC lui-même prend en compte, fait un peu un historique des différentes estimations faites depuis les années 77 et faites par les précédents rapports du GIEC. Donc ça, c'est du dernier. Et en noir, à nouveau, c'est une estimation de l'évolution de la température à partir d'observations. Et puis ici, c'est un ensemble de modèles. Donc alors, il y a le modèle de Rasoul et Schneider, qu'on entend régulièrement parler, voilà, qui lui prévoyait un faible réchauffement. Mais en fait, c'est parce qu'il avait un effet des aérosols extrêmement fort, qui n'était pas compatible avec plein de choses ensuite. Mais sinon, vous voyez que les différents modèles, les différentes projections, excusez-moi, faites à partir des différents modèles aux différentes époques, c'est à peu près cohérent avec ce qui a été observé. D'accord ? Je peux poser une question, ça m'étonne, parce que le modèle ancien ne tenait pas compte de l'ouverture des nuages. Donc, Raymond Gleason a dit en 2000. Et alors maintenant, on apprend dans le bouquin sur climatologie que l'ouverture des nuages joue un rôle de 26% pour le réchauffement. Et donc, comment ces modèles anciens qui ne tenaient pas compte des nuages pourraient donner des résultats qui sont vérifiés aujourd'hui? Alors, c'est faux de dire que les nuages ne prenaient pas en compte, les anciens modèles ne prenaient compte. Ah ouais, excusez-moi. Il est là. De quoi? Oui. Il ne prenait pas en compte les nuages. Ça dépend, c'est pas vrai. Dans un de ses papiers, il les prend constant. On va pas dire.
on les prend constants, on les prend fixes. D'accord? Alors, justement, la problématique de changer, c'est que justement, comment les nuages varient, en fait. Mais le fait de prendre en compte les nuages, ça a été pris très tôt. Pas dans son premier papier, mais celui juste après. D'accord? Donc, les nuages, je reviendrai après, parce que c'est un sujet sur lequel, comment dire, j'ai passé une bonne partie de ma carrière. Donc, c'est un sujet intéressant, bien sûr, mais ça a été pris en compte. Et en fait, la problématique, ce n'est pas les nuages eux-mêmes, c'est comment ils varient. À nouveau, hein, ce qu'on s'intéresse, et c'est les difficultés, c'est sur les dérivés, sur les sensibilités des choses, au changement. Ouais. Comme c'est des vieux papiers, je me demandais, quand vous mettez les courbes par rapport à ces vieux papiers, c'est des prédictions qu'ils avaient fait à l'époque, ou alors on fait retourner leur modèle avec les données que... Ah non, on ne fait pas retourner les modèles, mais alors, par contre, certains, parce que de certains, ils ne donnent pas cette valeur-là, ils donnent par exemple la sensibilité au CO2, et du coup, on retrace le réchauffement qui simule. Parce que faire des simulations, disons, dynamiques avec une évolution réaliste, c'est une difficulté en soi. Et donc certains, ils disaient la sensibilité au CO2, c'est de temps, et du coup, on multiplie leur sensibilité par le CO2 par la variation observée. Mais ça, c'est surtout au début. Après, c'est vraiment des scénarios tels que je vais les décrire maintenant. Tout ça pour dire que, voilà, il y a un bagage et on entend dire des fois que les modèles n'ont pas, bref, ils sont faux. Oui, il y a des incertitudes, on peut revenir dessus et à nouveau, c'est notre terrain de jeu, mais grosso modo, les résultats ne sont pas bien. Ouais. Juste une question un peu plus historique. Il y a ExxonMobil qui avait fait l'étude de je Ouais. regardez, c'est aussi en 1977. C'est pas celle-là? Non, je ne l'ai pas mentionné. Alors, en fait, si mes souvenirs sont bons, ExxonMobil, c'est pas eux-mêmes qui ont fait l'étude, hein, ils ont fait une étude bibliographique, mais basée sur en partie ces modèles. Ouais. Pour moi, ce que je me trouve quand même, c'est que les modèles les plus anciens, certainement, avaient déjà pris en compte les paramètres les plus importants dans ce qu'ils disent. Exactement. Ce n'est pas une discussion sur le fait de raffiner le modèle, le fait qu'il serait soi-disant aléatoire, parce que si on prend un peu plus rapide, on n'a pas quelque chose d'assez raffiné, mais au contraire, c'est plutôt le fait que ces modèles-là prennent en compte déjà les phénomènes. Exactement. Ouais, c'est ça. Et grosso modo, pour le plus important, c'est la vapeur d'eau, CO2 vapeur d'eau. Et voilà. Bon, je vais arrêter. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas précis, hein. C'est fluctuant, c'est différent. Hein. Alors, il y a un mélange, alors je ne sais pas, je ne les ai pas tous regardés, mais il y a un nouveau mélange, certains, donc c'est de la variabilité naturelle, hein, donc simulée, qui existe. Et après, je ne sais pas, il y a peut-être un qui a que je n'ai pas regardé dans le détail, mais l'idée, souvent, c'est de la variabilité naturelle, que les modèles simulent. Alors, numériquement, hein, variabilité naturelle, j'aurais dire variabilité numérique, mais disons, c'est le caractère chaotique du système. Donc, si on prend les scénarios aujourd'hui, d'accord, donc du dernier rapport, alors ils ont pas mal évolué, et voilà, il y a différentes classes. Schématiquement, il y a les alors, je parle que du CO2, là, pour simplifier. On prend en compte le méthane, etc., tous les autres gaz. Hein. Voilà, donc, mais j'ai essayé de me focaliser. Il faut se dire que c'est pareil pour plein d'autres choses. Et certains cas, c'est spatialisé, etc. Donc, il y a des modèles dans lesquels, effectivement, le CO2 continue. Alors, donc ça, c'est les concentrations, les émissions, d'accord, où les émissions continuent à augmenter, d'autres elles augmentent moins, et donc elles diminuent de façon draconienne. Donc ça, c'est les scénarios qu'on connaît bien. Alors ici, ils ont des jolis noms. À droite, ils ont des noms barbares, d'accord. Les SSP, alors vous avez peut-être entendu parler, SSP. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important quand on parle des SSP, c'est les derniers chiffres, 7.0, etc., qui donnent, grosso modo, le forçage relatif. Donc, grosso modo, c'est l'amplitude de la perturbation. Et voilà. Ce qu'il faut voir dans les scénarios, hein, c'est que c'est vraiment des points. C'est une façon d'aborder le problème en se disant vraiment qu'est-ce qui se passerait si, et le si, on le décline en quelques cas. Ouais. 5 minutes? D'accord. Je vais être un peu à la bourre. Pas 10 minutes en retard. Ouais. Là, le modèle qui a un cycle CO2,
Ah non, non, ça c'est des scénarios. Il n'y a pas de modèle là-dedans. D'accord? C'est dit. C'est CO2 pic, ça veut dire qu'il y a un maximum, quoi. C'est juste ça que ça veut dire. Ouais, on dit les émissions, etc. Donc je vais aller très vite parce qu'après on rentre dans des choses, je pense que vous connaissez parce qu'elles sont, bref, voilà, parce que vous êtes là, je vais dire. Donc on prend à nouveau le même truc, état initial, conditions limites. Et oui, on a terminé à écart, donc j'ai déjà 10 minutes de retard. On peut calculer plein de choses, évolution de la température, des précipes, etc. Et alors, quelques tendances. Oui, les questions maintenant progressivement se raffinent à nouveau, et notamment du fait que les modèles n'ont pas ce qu'on appelle la même sensibilité climatique, ne répondent pas tous à la même façon. Donc, grosso modo, maintenant, on passe beaucoup non pas qu'est-ce qui va se passer en termes de questionnement, on sépare, disons, deux questions. Quand il va y avoir un réchauffement de telle ampleur, et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un réchauffement de telle ampleur? On sépare un peu ces deux questions, disons. Pourquoi? Bon, bref, je verrai. Ça, c'est le réchauffement simulé et observé en haut à droite. Vous voyez que ça ressemble un peu, après, avec un réchauffement plus important sur les continents et océans, etc. Alors ça, c'est une simulation, c'est un résultat d'un ensemble de simulations. Bon, je ne vais pas montrer l'animation, parce que j'ai déjà à bourre. Donc voilà, ça c'est la température d'été en France, par exemple, telle que simulée par notre modèle. Donc en bleu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la simulation s'il ne se passe rien, si on ne fait rien. D'accord? Et en flèche, les petits points, c'est les observations faites à partir de mesures in situ. Et puis en orange et rouge, c'est justement des scénarios où on continue à augmenter les gaz à effet de serre, et l'autre où on stabilise. Donc ce qu'on voit là, évidemment, c'est l'aspect chaotique. Voilà, le climat il varie naturellement, d'accord. Donc ça et les modèles le simulent. Les amplitudes des fluctuations qu'on simule sont à peu près cohérentes. Il n'y a aucune raison de simuler une canicule l'année où elle est observée. Ce n'est pas un modèle prédictif au sens déterministe du terme. C'est la statistique qui compte. Et voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vraiment les dernières années, il n'y a aucun été qui est plus froid que la moyenne du siècle précédent, et qu'il y a quand même une grosse différence quand on voit les canicules de 2003. Bref, le futur dépend beaucoup de choses. C'est des analyses globales aussi. Au niveau des précipitations, donc autant la température moyenne, elle augmente plus ou moins, mais elle augmente partout à la surface de la Terre, autant les précipitations, c'est contrasté. Et alors ici, d'un côté, on a la variation des pluies moyennes, et ici, c'est la variation des extrêmes. Et vous voyez que, et à nouveau, pour des raisons physiques qu'on comprend assez bien maintenant, la précipitation moyenne peut diminuer, mais les extrêmes augmenter. Et ce qu'on sait aussi, à nouveau pour des raisons physiques, c'est que les extrêmes augmentent plus que les moyennes. Et donc, du coup, il y a une question de fréquence d'occurrence là-dedans qui apparaît. Le niveau des mers, j'en parle pas. Sauf si la foule en délire veut que j'en parle. Vous serez autorisé de poser des questions sur le niveau des mers. Voilà, vous serez autorisé. Et après, je parlais juste de la sensibilité climatique pour dire, voilà, donc, parmi les simulations qu'on fait, il y en a une qui est arbitraire, qui n'a aucune prétention à être réaliste, c'est qu'on double ou quadruple la concentration de CO2 et on regarde ce qui se passe. D'accord? Et pour un doublement de la concentration de CO2, à peu près, on a un réchauffement moyen estimé par les modèles de 3 degrés, avec une barre d'incertitude ici de 2 à 4 à peu près. Et alors on fait toute une analyse pour regarder qu'est-ce qui contribue à ce réchauffement. Et ici, la partie basse, c'est vraiment la réponse qu'on appelle directe, c'est-à-dire que le CO2, l'augmentation du CO2 augmente l'effet de serre, et donc s'il n'y avait que cet effet-là et que le système climatique ne répondait pas autrement que d'augmenter la fonction de Planck qui elle dépend de la température, voilà ce qui se passerait. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la réponse directe sans rétroaction. Et donc s'il y avait ça, la température elle augmenterait à peu près de 1 degré. D'accord ? Alors que le fait que le climat change fait que on change plein de choses, le vent, etc. Et on change notamment, on augmente la concentration de vapeur d'eau, qui elle, la vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre, comme je l'ai dit, et donc on amplifie le réchauffement. Ou s'il y a un refroidissement, on amplifie le refroidissement, ça marche dans les deux sens. Donc ça quasiment double
hein, l'accroissement de CO2. Ça, c'est le papier de Manabe de 67 où il y avait déjà ce résultat. Donc, ça, et bon, les raisons physiques sont très robustes. Et puis après, il y a un accroissement de température que fait que vous fondez la neige et donc vous absorbez plus le rayonnement. Et donc, voilà. Et ici, il y a l'effet des nuages, d'accord, qui joue un rôle, pas du premier ordre, mais par contre sur lequel il y a une forte incertitude. Et c'est pour ça que c'est un sujet de débat chaud. Voilà. Donc, bref, je montre ici que le rôle des nuages. Pour terminer, parce que je suis plus en retard, donc, quand on parle de variation du climat, alors ça c'est une équation écrite salement, hein, mais l'idée c'est de dire qu'il faut vraiment décomposer en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle la variabilité interne qui est vraiment liée à la fluctuation à caractère chaotique avec l'océan, bien sûr, donc il y a des longues constantes de temps. Donc ça c'est une chose. Après, il y a la réponse au forçage naturel, essentiellement volcans et ensoleillement. Et puis après, il y a toutes les autres perturbations, et notamment celles liées aux activités humaines. Donc ces trois contribuent, et la contribution de ces trois est très différente suivant les échelles de temps considérées, les échelles spatiales aussi d'ailleurs, si on est échelle locale ou globale. Et voilà, donc il faut vraiment, si on prend certaines grandes constantes de temps, la partie anthropique est négligeable. Au contraire, si on prend des toutes petites constantes de temps, la partie anthropique est souvent négligeable, c'est la variabilité naturelle qui prend en compte, etc. Donc c'est important d'avoir ça en tête, et c'est pas parce qu'il y a l'un qu'il n'y a pas l'autre, quoi. Les trois sont là. On peut faire des simulations de paléo, donc voilà, j'ai travaillé les questions, ça aussi. Et aussi, il y avait toute la question de variabilité naturelle, voilà, qu'on aborde, et bref. Quand on s'intéresse notamment aux échelles, plus on s'intéresse aux échelles locales, plus le rôle de la variabilité naturelle, variabilité interne, c'est l'aspect chaotique qui joue un rôle important. Donc quelques éléments de perspective, je vais très rapidement y passer, dire qu'il y a à la fois il y a un déplacement du questionnement, alors ça c'est vraiment des tendances lourdes, hein, c'est des dizaines d'années, c'est pas hyper récent. Grosso modo, on est passé d'un état d'alerte, attention, ça risque de chauffer, à qu'est-ce qui va se passer concrètement, localement, d'accord ? Et le degré d'exigence en termes de connaissances et autres est très très différent, bien sûr. Et en termes, disons, un peu plus scientifiques, donc il y a à la fois, bien sûr, une amélioration de ce qui existe, mais aussi un développement de nouveaux modèles, ce qu'on appelle les CRM globaux, c'est-à-dire des modèles à très haute résolution de l'ordre du kilomètre, mais à l'échelle globale et sur des périodes courtes. Et ce type de modèle résout des échelles qu'on appelle des méso-échelles, d'accord, qui en fait n'étaient pas pris en compte avant dans les modèles de circulation générale qui étaient avant tout de la turbulence 2D, schématiquement. Et voilà, donc ça c'est vraiment une nouvelle piste. Après, le climat change, d'accord, et donc comment apprendre du changement du climat, d'accord. Et ça c'est vraiment à nouveau, il change mais de façon chaotique. Mais bon, le tien c'est qu'il y a une seule réalisation. Donc comment on utilise au mieux toutes ces informations. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on parle de projection, tout ce qu'on fait, ce n'est pas un modèle, et ce n'est pas un seul type de modèle, c'est vraiment l'utilisation d'un ensemble de modèles avec un ensemble hiérarchique, avec des parties théoriques, etc., des allers-retours permanents entre ces différents modèles, haute résolution, basse résolution, purement théorique aussi, avec quelques équations, qu'on construit notre confiance dans ces résultats. Et le dernier point, c'est l'AI, mais j'en parlerai pas, parce que sinon, qu'on a dans les pieds comme tout le monde, et voilà. Je vous remercie.